3,5 millions de chiffre d'affaires sur 2025. Elle prévoit de faire x2 sur 2026. Je reçois Camille Lacroix, une des cofondatrices de Make My Mask, une entreprise dans l'e-commerce, dans la cosmétique, un marché ultra concurrentiel. Si tu prévois de grossir ton business au million, cet épisode est fait pour toi. Je t'invite vraiment à venir écouter la femme derrière le business, ce qu'elle prend comme décision, les choix qu'elle a fait, les actions qu'elle met en place, puisque tu vas en apprendre bien plus en 45 minutes d'épisode que parfois en toute une soirée ou en toute une conférence que tu pourrais recevoir. Rejoins-nous dans l'épisode tout de suite. Je suis Margot Ilona, bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable. Bienvenue dans Empire Minded pour ce nouvel épisode. Merci infiniment Camille Lacroix d'être avec nous aujourd'hui. Je suis trop contente, j'ai trop hâte qu'on parle de ton business. T'es aussi encore une femme qui a généré plus de 1 million. On en parlera, je voudrais les chiffres, je voudrais qu'on creuse un petit peu sur tout ça. Vous avez deux filiales, enfin une en France et une filiale aussi en Suisse. Donc j'ai trop hâte de parler de tout ça. Vous êtes aussi t'as aussi une cofondatrice. Donc pareil, on va parler de ces points-là. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Je t'ai prospecté sur LinkedIn pour savoir si tu voulais atteindre le million et tu m'as dit bah écoute, figure-toi, je l'ai déjà atteint. Donc merci infiniment d'être avec nous. Ouais, avec plaisir. Je suis ravie. Merci. Écoute, on va aller directement dans le vif du sujet. Ma première question, elle est assez amusante, je pense, pour toi. J'ai envie de comprendre, est-ce que tu pensais, je sais pas, quand tu avais 10-15 ans, est-ce que tu t'es dit, je vais devenir fondatrice et cofondatrice d'une boîte qui génère plus d'1 million? Alors, pas du tout. Et d'ailleurs, je ne pense pas encore que j'ai la fibre entrepreneur, tu vois. Ok. C'est ça qui est hyper ambivalent avec moi. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est important de s'entourer de personnes qui pensent pas comme toi. Je sais pas si c'est une croyance limitante qui est innée chez moi, mais non, j'ai pas du tout la fibre entrepreneuriale. J'ai personne dans ma famille qui a monté des boîtes. J'étais pas amenée à potentiellement monter une boîte. J'ai une structure éducative hyper classique. J'ai fait une classe prépa, une grande école en France. Je travaillais en banque, après en corpo, en finance. Donc, tu vois, un parcours très carré, très financier. Pas trop de créativité, tu vois, autour de moi. Et c'est arrivé sur mon chemin parce que j'ai croisé mon associée. Et c'est elle qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, qui m'a ouvert tout un univers qu'elle connaissait déjà très bien, l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que je me suis un petit peu renseignée sur la boîte, sur ce qu'elle faisait, et puis sur cet écosystème qui est complètement différent d'une boîte mûre, structurée, dans laquelle je travaillais depuis 10 ans. Et en fait, c'est un monde mais passionnant quand tu mets un pied dedans. Et ça m'a vraiment donné un nouvel élan. Je me suis dit, tiens, si je faisais ça. Et c'est là où c'est hyper intéressant ce que tu dis sur s'entourer d'autres personnes. Parce que du coup, tu étais dans le corpo, enfin, tu avais cette mentalité corpo, etc. Encore plus avec tout le cheminement que tu viens nous partager, école, etc. Ça te cadre en corpo, hein, ça te met dans une sorte de case. Qu'est-ce qui t'a poussé quand tu as échangé avec ta cofondatrice? Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, bah pourquoi pas? Alors, je pense que c'est un mélange entre vie pro, vie perso. J'étais arrivée à un moment de ma vie perso. Tu vois, j'ai eu mes 3 enfants et au bout de ma 3e maternité, tu penses aussi à ce que tu veux faire de ta vie après ça, parce que tu as fini les enfants. Et moi, ma vie professionnelle était arrivée un peu à son paroxysme. Tu vois, j'étais devenue directrice financière d'un grand groupe coté. J'étais plutôt en zone de confort. Tout roulait. Et c'est mon associé qui m'a vraiment bousculée dans ce confort. Et j'ai trouvé ça hyper excitant. Et je me suis dit, tiens, si je me donnais un dernier challenge, je pensais pas que le challenge serait aussi dur, à vrai dire. Tu ne le sais pas si tu ne le vis pas, vraiment. Et c'est comme ça que je me suis jetée dans le vide. Après, tu sais, pour se jeter dans le vide, il te faut un cadre qui soit très carré. Il faut que tu puisses, dans ta vie privée, le faire aussi. Et je trouve que c'est important d'avoir cet équilibre avant de se lancer et de se dire, est-ce que je suis vraiment ancrée? J'ai les 2 pieds bien ancrés pour pouvoir me lancer dans le vide dans ma vie professionnelle. Donc, dans ta vie perso, il faut que tu sois très, très bien. C'est un des conseils que je donne
à toutes les entrepreneuses qui veulent se lancer, c'est d'être aussi bien ancré dans sa vie perso. Parce que c'est un chamboulement, mais jour et nuit, en fait. T'es Ouais, complètement en c'est train ce que j'allais dire. Il y a de quand même déborder. une énorme différence entre le corpo Ouais, et l'entrepreneuriat. C'est que oui, le corpo, tu peux bosser beaucoup plus d'heures. Enfin, je veux dire, j'imagine que tu étais directrice pour échanger avec beaucoup de femmes dans des comex et des codir. Oui, tu bosses après quand ils dorment. Oui, voilà, on n'est pas sur du 9 to 5, exactement. bien sûr. Mais en même temps, il y a un peu cette possibilité de switch off un petit peu à certains Je suis moments. d'accord. Ouais. Et que tu n'as pas du tout Tu dans mets, l'entrepreneuriat. tu mets le point là où ça fait mal, c'est que quand tu prends tes vacances, ok, tu prends peut-être ton portable, tu regardes deux, trois emails, ok, encore beau. Mais en fait, tu peux déconnecter. Tu as au moins quelques jours, tu peux vraiment déconnecter. C'est des congés payés. Enfin, les gens se sont battus pour avoir des congés payés. Tu Oui, c'est vrai, c'est vois. vrai. Là, en entrepreneuriat, après 5 ans, je ne prends pas encore de vacances déconnectées. Je Déconnecté, ouais. sais que tu vois, ça va arriver, c'est bientôt là Bien sur mon sûr, chemin. ouais. Mais pas encore, je me sens pas encore à l'aise pour ne pas prendre mon ordi en vacances. Donc Ça, c'est c'est un dur. point hyper important parce que tu vois, je parle souvent de créer un empire sain, expansif et durable. Et justement, mettre en place certaines choses au début et quand tu commences, c'est ce qui va te permettre de le rendre durable. Et Je suis justement, d'accord. aujourd'hui, là, vous êtes à combien? Redis-moi un petit peu les chiffres là sur Euh, 2025, peut-être, si tu les on as. a clôturé 2025 à 3,5 millions rentable. Et cette année, il faut qu'on double. Donc on est sur le chemin. Tu vois, on a doublé chaque année. Et Ouais, là on va faire 6 millions normalement. j'adore. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, faut qu'on double? Ça vient d'où? C'est quoi? C'est des chiffres? C'est le marché? C'est quoi? Euh, non, c'est que c'est très simple. Tu te dis x2, c'est joli. C'est vrai? Mais alors pourquoi pas x10? X10, c'est joli aussi. Je suis d'accord, c'est un peu difficile. Mais en fait, comme au départ, on a réussi à faire x2, je t'avoue que mon business plan que j'ai vendu aux investisseurs est encore plus agressif que ça. Mais vu les tendances de marché, un Ok. x2 sur le secteur de la cosméto, c'est extrêmement bien. Ouais, Extrêmement bien. vous êtes déjà dans les top, Et top puis, croissance, ouais. et puis, tu sais, c'est ce qu'on se dit souvent avec mon associé, c'est que si tu mets pas des objectifs très très hauts, Ouais, parce qu'un x2, réellement, c'est très très haut, ouais, t'arrives pas en fait, tu te projettes pas. Donc la projection, c'est la meilleure méthodologie d'y arriver en fait. complètement. Et nous, on n'a pas arrêté de projeter et ça a marché en fait. Ouais. Et dans ce que tu dis, il y a un mécanisme du cerveau qui est hyper important et qui fait que ce que tu dis fonctionne, de faire quelque chose de très haut, ça s'appelle la normalisation. C'est-à-dire que ton cerveau, plus tu vas mettre quelque chose de haut et plus tu vas le répéter, plus il va normaliser ce truc très haut. Et donc, Ok, deux chances. Soit tu tombes un peu en dessous, mais au moins, oui, en vrai, c'est quand même souvent plus que ce que tu t'étais permis d'eux. Soit, exactement. en vrai, tu y arrives. Parce que tu as tellement normalisé le x2 que tu te dis, bah, c'est x2 ou rien, en fait. Ce que tu as dit, en vrai, tu as dit, il faut qu'on passe x2. Exactement. Tu vois? Alors, il y a deux, Ouais. toujours, hein, je sais, ceux qui vont nous écouter vont dire, mais moi, on m'a toujours dit de pas dire il faut parce que du coup, c'est une injonction de ça. Mais en même temps, là, c'est pas un il faut de injonction et de il faut parce que on me fouette. C'est pas le cas. C'est de il faut parce que c'est ce qui m'excite, c'est ce qui me challenge et c'est vers ça que je vais. Et donc là, le il faut, il est plus tiré sur l'excitation, normalement. Dis-moi si c'est le cas. Peut-être que tu vas me dire pas du tout. En vrai. Il faut parce C'est que vous avez en intéressant, mode. non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as raison, il faut jamais dire il faut, mais dans l'entrepreneuriat, ce que j'ai appris, et c'est ce que mon associé m'a appris surtout, c'est Mhm. qu'en fait, il faut pas que tu te dises que tu as un plan B. Ouais. Tu n'as qu'un plan A. Le plan A, c'est celui que tu as décidé et il faut que tu le suives. Et ça illustre vraiment ce que tu viens de dire. Si tu Exactement. as un plan B, en fait, tu n'es pas dedans à 100%. Et moi, au Ouais. départ, tu vois, j'étais un peu en mode plan B, mais j'étais là, mais Julie, mais si ça fonctionne pas, tu fais quoi, toi? T'es là, mais j'ai jamais pensé à ça, mais qu'est-ce que tu me dis? Et ça m'a fait tellement un énorme clic. Ouais. J'étais là, mais Ouais. on n'a jamais pensé au plan B, mais elle est incroyable. Ouais. Elle est à 100% dedans. Et c'est là que vraiment, tu vois, j'ai mis les deux pieds dedans. Ouais. C'est à partir Et de c'est ce là moment. où, du coup, tu normalises et t'es obligé de normaliser puisque, du coup, tu mets tout pour, en fait. Et tout est Exactement. orienté vers ton plan A. En vrai, Je suis on se d'accord. rend pas compte à quel point on a peu de ressources, en fait, humainement. On a peu d'énergie, on a peu de temps. Et du coup, comme on a peu de temps, si tu divises ce temps-là
C'est comme en investissement, on dit très souvent quand t'as pas grand chose, mets tout au même moment, au même endroit. Quand t'as que quelques centaines, quelques milliers, mets tout au même endroit en fait. Tu Parce que tu vas t'apportes. plus perdre à diversifier, à avoir des petits trucs que à grossir. Oui, bien sûr, après, quand tu grossis et quand tu commences à avoir plein d'argent, là tu diversifies. Et en vrai, c'est la même chose dans le business. Hein. Mais au début, quand tu crées quelque chose, quand tu es en train de faire grossir une marque, en vrai, perds pas ton temps à regarder le plan B parce que justement, ton cerveau et tes ressources qui te proposent, elles sont limitées et on sera toujours limité. Et alors, Exactement. vous avez double ressources quand même, vous êtes deux personnes, mais parce que je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent sont des personnes qui sont souvent des solos, ils commencent tout seuls, et donc là, on a encore moins de ressources que quand on est à deux. Mais justement, prenons soin de ces ressources-là, prenons soin de notre temps et et de nos énergies, en normalisant quelque chose de gros et en mettant tout pour aller vers cet objectif-là. Ok, donc x2. x2, qu'est-ce que... prenons le premier moment où vous avez dépassé le million. Ok, le premier x2 où vous avez dépassé le million. Qu'est-ce que Ouais. tu as ressenti à ce moment-là, toi, en tant que femme entrepreneur, ok, celle qui dirige? Qu'est-ce qui a été, j'aimerais beaucoup savoir, le point le plus dur sur lequel tu as dû faire face et le truc le plus kiffant que tu as vécu? Alors, l'année où on a passé le premier million, euh, alors déjà pour nous, tu sais, quand on a passé le premier million, on s'est dit c'est cool, mais c'est pas assez. Ouais. Et c'est dur d'apprendre à se réjouir des succès, Mm. petites batailles ou grosses batailles pour certains. Hein. Ouais. Pour nous, c'est jamais assez. Mm. Il faut apprendre à célébrer les succès, ce que je n'arrivais pas vraiment à faire. Donc ça, Ouais. c'est quelque chose sur lequel je travaille. Et c'est pour ça que mon associé m'aide beaucoup à Ouais. célébrer les succès. Moi, je suis quelqu'un de très pessimiste, Julie de très optimiste. Et du coup, on fait vraiment une complémentarité exceptionnelle. Ouais. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. Et la première année, la chose la plus difficile pour moi en tant que fondatrice, ça a été de faire des compromis sur le business. C'est-à-dire, exemple concret, pour atteindre 1 million, bah, il faut que tu sois très créative au niveau de tes promotions, de ton calendrier marketing, Ouais. de tes animations marketing. Et moi, vraiment diverger là-dessus, proposer des promotions plus agressives pour grandir plus vite, ça, Mm. c'était très dur pour moi. Euh, tu vois, dans ma tête, ça se fait pas facilement, ce mécanisme, cette gymnastique. Pour moi, un business, ça se lance de manière très carrée, étudiée, et pas en faisant plein de choses créatives, marketing, promotionnel. On en revient au changement entre corpo et entrepreneuriat. Il y a un peu corpo, en vrai, tu as tellement de personnes sous toi, ça doit être tellement clair parce que tout est Ouais. tel. Et puis tu me disais que c'était dans une des grosses boîtes cotées en bourse, donc encore plus sur ces boîtes-là parce qu'il y a retour au-dessus, retour en dessous. C'est-à-dire qu'en dessous, tu dois comprendre et au-dessus, tu dois aussi convaincre, etc. Donc il y a un peu ce truc de tout doit être tellement quadrillé. Et ce qui est quand même beaucoup Exact. moins le cas dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, il y a un peu ça doit se faire en fait. La notion de timing, ça m'intéresserait aussi de voir, parce que toi, dans le marché de la Cosmo, qui est un marché très spécifique, savoir un petit peu, est-ce que tu as l'impression que tu es tombé dans le bon timing aussi? Tu sais, moi, je suis tombée, il y a 4 5 ans, on était quand même déjà dans l'ère du digital qui était bien avancé, hein, tout ce qui est réseaux sociaux. Ouais, Tu prends pas, si tu veux, la visibilité en 2 mois, à part si tu es une influe déjà très mûre sur le marché. ouais, Euh, la plupart des boîtes qui se créent se plantent. Tu vois, il y en a vraiment très peu ouais, qui ouais, survivent au bout de ouais, 3 ans. Donc en fait, moi, on n'était pas dans un timing digital très favorable pour nous. Il faut se ouais, battre pour avoir quand même de la visibilité. Il faut quand même payer énormément maintenant. Les coûts d'acquisition sont très très élevés. Donc ouais. on n'a pas vraiment de timing. En revanche, on est sur un marché, sur des besoins de marché qui sont niches. Tu vois, nous, on s'occupe Ok. vraiment que du cuir chevelu. Cuir Mhm. chevelu, c'est un marché qui est vraiment en train de grandir. Tu le vois aux États-Unis, tu le vois au UK. Ouais, En France, c'est très novateur encore. Et donc, c'est bon comme c'est mauvais, parce que personne vraiment connaît ce marché. Il y a beaucoup d'éducation à faire. ouais. Et tu as très peu finalement de gros mastodontes qui portent ce marché. Donc, Oui, c'est donc au quand niveau même... timing, il était quand même un peu contre vous, parce que du coup, il y avait pas un timing de fou au niveau de la connaissance et Non, donc pas de à la fond. confiance. Ouais, Et donc, de toute façon, quand tu te lances dans un business,
quand tu vois que tu as des nouveaux canaux de croissance, faut tout de suite y aller pour être les premiers dans ce canal, l'expérimenter, tester, itérer. Et Ouais. même si tu te plantes, c'est pas grave. Mais si ça fonctionne, tu vois, tu aurais été le premier et tu pourras surfer au moins sur ce canal-là. C'est là où j'ai plein de questions et je pense pertinemment que beaucoup de business se foirent à cause d'un problème de prise de décision. Donc tout ce qui vient de comment mon cerveau fonctionne pour prendre une décision et quelle est la décision que je prends. Euh, Pareil, on revient au niveau, tu as eu ton premier million. Comment vous avez fait pour grossir et pour arriver jusqu'aux 3 millions? Quelles sont les décisions un petit peu... Peut-être qu'il y a des décisions un peu contre-intuitives aussi, hein, que la majorité des personnes ne prendraient pas, que vous avez prises, qui vous ont permis de faire ce gap-là, hein, ce fois-deux-là, en fait, hein, du coup, derrière. Alors, déjà, le premier million, tu sais, on l'a fait parce qu'on avait levé des fonds. On a Ok. levé des fonds au début d'année. Ça nous a permis de financer le marketing et de donner un gros coup d'accélérateur au marketing. Ouais. Marketing, j'entends vraiment Meta, Ads, Ouais, Google. ouais. C'est tellement intéressant ce que tu dis là parce que je parlais avec un mec qui dirige des boîtes aux US et c'est hyper drôle parce que du coup je disais ouais moi j'accompagne les femmes à atteindre le million et tout, c'est hyper intéressant, il y a beaucoup d'investissements, etc. Et lui il me dit en fait c'est amusant parce que ce que tu me dis là pour moi en fait c'est même pas une étape. C'est-à-dire que nous la première étape c'est tu vas chercher un loan ou un investisseur en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'étape où je charbonne de mon côté toute seule. Et c'était hyper amusant de voir un petit peu la différenciation de démarrage. C'est-à-dire que pour eux, de toute Ouais, façon, tu as besoin de fonds, quoi qu'il. ça c'est hyper intéressant. Moi, je le pense pas. Je pense pas qu'il te faille des fonds. Je pense pas que lever des fonds est vraiment clé pour ton Ouais, la première business. étape. Tout dépend après comment tu commences. Ça se trouve, tu commences avec un compte courant de 1 million, tu vois. Enfin, Ouais, tout ouais. est une question de curseur. Mais oui, tu as besoin d'argent pour te lancer parce que dans une boîte cosmétique digitale, tu mets presque 40 à 45% de ton chiffre d'affaires dans le marketing Bien sûr, bien sûr. pour la visibilité, pour construire ta visibilité et ensuite pour que les gens achètent. Donc oui, tu as besoin d'argent, mais c'est en effet, c'est ça qui nous a propulsés. Mais je rebondis sur ce que tu as dit, le premier, on n'est pas la première étape. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que dans nos têtes, dès que tu passes le premier million, tu te dis, ah bah le next step, c'est quoi? C'est 3 Mm, millions? Non, en fait, tu vois tellement plus gros à chaque fois. mm. C'est 10 millions maintenant. Et même 10 millions, on est là, mais c'est nul en C'est fait. hyper accessible. Mhm. Mais c'est bien aussi de te Mais c'est dire, la côté de normaliser, tu vois. Tu as tellement normalisé ouais, ton 3 que le 10 en vrai, bah, c'est 7 de plus, quoi. C'est pas, tu vois, on n'est pas sur quelque chose mais d'hyper. tu verras l'écosystème, en tout cas dans lequel tu navigues en tant qu'entrepreneur. Quand tu veux faire ton premier million, bah, tu navigues avec un cercle autour de toi de personnes qui veulent faire le premier million ou qui ont juste atteint le premier million. Quand tu as atteint le 3 millions, bah, tu navigues avec des gens qui font 10 millions. Ouais. Tu es là, ah ok, donc comment tu fais pour faire 10 millions? Pourquoi? Et T'as donc, combien? c'est normalisé. Tu vois, les gens autour de toi t'en parlent tellement, c'est tellement naturel que du coup, Exactement. bah ok, en fait, c'est ça mon Et next il step. te donne les C'est pas clés. 4 millions. Ouais. Exactement. Et il te donne les clés pour aller chercher ces 10 millions. Pourquoi? Parce qu'ils te donnent leur réseau. Et Ouais. donc, ce qui est hyper important, c'est quand tu es entrepreneur, c'est d'acquérir ce réseau autour de toi. Et Mm, potentiellement, ce qui est cool, c'est d'avoir un réseau qui est un peu plus au-dessus de toi. mm. Tu récupères des partenaires, des façonniers, du réseau, des bons conseils, des bonnes idées de relais de croissance. Et c'est en partageant comme ça que tu arrives à t'élever. Ouais. Et ça, c'est vraiment un des meilleurs conseils que je donne à tous les entrepreneurs. C'est ça, en fait, appeler les startups. Nous, avec Julie, si tu veux, on a pas mal de trajets entre les bureaux et Ok. passe notre temps le soir. On a 1 heure de trajet Ouais. et on appelle des startups. Parfois, on les connaît pas du tout. Tu vois, c'est des J'adore. intros d'une agence avec laquelle on travaille, qui bosse aussi avec le même client. Et on s'appelle tous pour juste se passer les bons relais de croissance qui se passent en ce moment. Mm. Ça, c'est tellement puissant. Tellement Et là, dans puissant. ce que tu dis, il y a un point qui revient hyper précisément, je pense, et qui est souvent oublié par les femmes ou les hommes qui veulent atteindre le million, c'est la précision de ton réseau. C'est-à-dire que là, tu vois, tu me dis, oui, des gens qui sont au-dessus de toi, ok. Sauf que les gens qui sont au-dessus de toi dans ton marché ou en tout cas dans ton écosystème proche ont beaucoup plus d'intérêt
enfin, toi, tu as beaucoup plus intérêt à être autour d'eux que quelqu'un qui va faire 10 millions aux States, tu vois, parce qu'il est en train de lancer sa start-up de tech, j'en sais rien, tu vois, ou d'autres choses, parce que la tech, ça peut être intéressant parce que c'est dans le digital, mais d'un autre truc en pharmaceutique qui a vraiment rien à voir sur le cancer, tu vois, j'en sais rien. Et ben, en fait, parfois, tu auras plus à gagner à lâcher cette personne, même si elle est plus avancée que toi, et à aller chercher activement quelqu'un qui est dans ton écosystème, dans ton domaine, dans ton marché, parce qu'en fait, il y a quand même des différences. Donc oui, on a à apprendre de tout le monde. Je suis partisane de ça. Tu croises et t'es à un bien café sûr. avec quelqu'un, avec le mec dans la pharmaceutique là qui est pas, Oui, prends un max, bien sûr, oui, je mais suis d'accord. va chercher quand même des gens spécifiques parce que c'est eux qui vont te donner encore plus. En fait, c'est aller chercher l'extra mail. Et en vrai, quand on a un business qui fait 1 million et qu'on va avoir un business qui fait 10 millions, quoi qu'il arrive, c'est je vais aller chercher cet extra mail qui va me permettre d'être au-devant de tout le monde. Parce que 1 million, c'est déjà un pourcentage minimum, enfin vraiment très petit, pardon, des business. Il y en a très très peu qui font 1 million. Déjà, il y en a très très peu qui tiennent au-delà d'un certain Oui, temps. ça c'est Et il y en vrai. a encore moins qui tiennent pour aller chercher 1 million. Et après, quand tu veux grossir, c'est pareil, il y en a encore moins. Donc en fait, la précision avec laquelle tu vas passer ton temps avec d'autres personnes, elle est hyper importante. La précision de choix des personnes avec lesquelles tu vas passer ton temps. C'était plutôt ça la phrase que je voulais dire, qui est plus Je suis claire d'accord. pour Non, les non, gens mais qui nous écoutent. Désolée. c'est super clair et c'est pour ça que je dis souvent, en fait, ok, ta famille, ton écosystème proche, c'est cool, mais en fait, c'est pas pertinent. Il Mm. faut vraiment que tu t'entoures de personnes qui sont dans le e-commerce, pour ma part, Mm. et qui ont les mêmes enjeux que toi. Et tu sais ce que tu disais au départ, tu peux pas en fait te disperser dans plein de choses et tu le retrouves quand tu parles à cet écosystème. Tu as des personnes qui sont très fortes dans certains canaux et d'autres qui connaissent pas du tout. C'est comme ça que tu arrives à partager aussi les bons conseils. Ouais, les bonnes Tu vas pratiques, les bons. tirer Ouais. vraiment de tout le monde. Il y en a qui sont hyper forts sur Amazon, d'autres qui sont hyper forts sur l'abonnement, tu vois, en Wow. digital. Enfin, Ouais. c'est génial. Ouais, c'est hyper pertinent. Je crois que tu m'as pas répondu sur qu'est-ce qui était le plus excitant pour toi quand tu as atteint le million. Est-ce qu'il y avait ou est-ce que justement t'as pas trop réussi toi? Tu étais un petit peu en mode ah, c'est quoi la suite? Ouais. Ouais, ouais, je pense que tu as pu le percevoir dans ce que je disais. Ouais. On a quand même célébré le million, mais pour moi, il y avait toujours en tête, OK, what next, tu vois. Et est-ce que du coup, il y a eu un certain niveau de ton business, un certain moment où il y a une grosse excitation? Peut-être que ça n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires. Peut-être que c'est parce que tu as lancé un projet qui était un petit peu out of the box et il a fonctionné. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu une grosse excitation et tu as dit putain, trop stylé, je suis trop contente d'être là-dedans? Ou est-ce que c'est quotidien? Non, c'est pas quotidien, l'excitation, elle est pas tout le temps quotidienne. L'excitation, ouais, premier million, en fait, il y a eu des moments hyper excitants dans l'année des premiers millions. C'est surtout la période, en fait, de septembre à décembre qui est hyper propice et qui était hyper excitante parce que c'est là que tu doubles ton chiffre d'affaires par rapport Ah au... waouh, ok. En fait, tu fais le double ton année en octobre, novembre, décembre. Pourquoi? Parce qu'il y a Black Friday, il y a plein de promotions, il y a plein d'animations. Tu fais la moitié de ton année? Ouais, sur octobre, novembre, décembre. Ouais. Sur Et donc, Q4, tu fais la moitié de sur Q4, ton je deal. fais la moitié de mon année. Ah ouais, ok. Et donc, c'est un moment qu'on prépare énormément tout le reste de l'année et qu'on attend pour vraiment clôturer tes chiffres. Mais bon, tu sais, on n'est pas les seuls hein, en Non, digital. mais ouais. T'en as même, c'est 80% de leur CA. Ouais, 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 ouais. Donc, De c'est toute façon, on hyper sait que le excitant. Q4 est hyper important. Et là, dans ce que tu dis, Ouais, il y a un peu le truc de planifier. Je pense que c'est ce qui différencie aussi beaucoup les business qui démarrent et qui, ou enfin, pas qui démarrent, je veux dire, qui vivotent un peu et qui galèrent à grossir versus ceux qui vraiment grossissent. C'est un peu cette capacité qu'on a mentalement à pouvoir se projeter. Par exemple, tu vois, en janvier, ok, on vient de clôturer le Q4 et c'était incroyable. En fait, dès maintenant, tu dois commencer à planifier ton prochain Q4, j'imagine. et souvent, tu es un peu en retard en janvier parce que Et souvent, tu ouais. as le Q4 que tu as travaillé et tu es en plein dedans. Tu as quand même plein de petits enjeux, des petits challenges. Et tu arrives en janvier, tu es là, mais j'ai pas du tout préparé les inos. Je suis hyper en retard sur les inos. Qu'est-ce Ouais, qu'on donc va même faire? janvier, c'est trop tard. Ouais, Waouh. mais tu sais, ça fait partie de la structuration de ton entreprise. Plus tu grandis, plus tu te structures, plus Oui. tu engages, tu délègues. Mmh. Et tout ça, c'est de la structuration. Donc, chaque Ouais. année, on devient plus fort dans la gestion de l'anticipation des soldes, des moments forts, des marronniers de l'année.
Et c'est ce qu'on se disait hier avec Julie, tu vois, on se disait, en fait, maintenant, on n'a plus trop de... Les discussions, les plus grosses qu'on a, c'est le HR, en fait, Ouais. les personnes. Ouais. C'est C'est un plus autre métier, en fait. vraiment... C'est-à-dire que plus tu grossis, plus tu délègues, plus du coup ton métier à toi change, en fait. Et tes tâches à toi changent. Exactement. Et je me souviens, tu vois, il y a peut-être 4 ans, j'avais rencontré le fondateur Doctolib. Je sais pas si tu connais. Enfin, le Doctolib suisse. Ouais, Et j'ai pas connu, je pense. il m'avait dit, tu sais, maintenant, je fais que du HR, que de la ressource humaine. Et c'est ça qui est le plus dur dans mon métier. J'étais là, ah bon, mais t'as tellement digital, t'as tellement de trucs à gérer. Je pensais pas, tu vois. Et en fait, à Oui. un moment, ça sonne en toi, ça résonne en toi. Tu te dis, ah, mais j'en suis à ce point-là maintenant, j'en suis à cette étape. Et c'est ça qui est aussi grisant. C'est hyper excitant l'entrepreneuriat parce que tu arrives Ouais. à des étapes qui après te rappellent plein de choses. Tu te disais, mais 1 million, mais ça me Ouais. semble une montagne. Une montagne. Et quand c'est derrière toi, tu te dis, mais 10 millions, ça me semble encore une montagne, tu vois. Et dès que tu es dessus, bah, tu as encore d'autres montagnes. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui C'est est infini. excitant. C'est infini. En fait, l'entrepreneuriat, c'est excitant. Tu as raison, peut-être au quotidien, mais je le ressens pas tout le temps au quotidien. Mais c'est vraiment hyper grisant. Et c'est intéressant parce que pour moi, l'entrepreneuriat est beaucoup plus lié à notre besoin de progression en tant qu'humain. L'humain a besoin de cette progression. Et c'est assez marrant parce que tu vois beaucoup de gens en corporate qui vont aller chercher cette progression dans des hobbies, par exemple. Tu vois, dans des... on le voit, hein, il y a toujours un truc un peu tendance dans le temps. Là, c'est l'Aerox, avant, c'était un autre truc. Enfin, il y a toujours un truc qui fait que, en fait, tu veux aller chercher ta progression à toi. Et l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, quotidiennement, tu vas chercher ta progression et par ton business, mais aussi sur toi. Je dis souvent que, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, je dis souvent que l'entrepreneuriat, c'est le meilleur taf de développement personnel parce que quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu es obligé de bosser sur toi parce que c'est toi qui gères les prises des décisions, tu gères les crises, tu gères les moments où bah, peut-être que ton Q4 n'était pas à la hauteur de ce que tu avais imaginé, j'en sais rien, tu vois. C'est toi qui dois gérer tout ça. En fait, tu as entièrement raison. Déjà, c'est la meilleure école personnellement Ouais. dans la gestion de tes émotions personnelles. Et puis, que ce soit soft skills ou hard skills, tu vois. Mm, mm. Parce que soft skills, quand tu es en corpo, tu es hyper cadré, tu as une politique interne, tu as une manière de manager tu es formé pour Ouais. manager. Quand tu te retrouves dans l'entrepreneuriat, en fait, tu n'as plus aucun cadre. Tu peux t'habiller n'importe comment, tu peux parler à tes employés, t'as pas vraiment, tu peux les tutoyer, tu vois, tu as une proximité que tu peux avoir que tu n'aurais potentiellement pas en corpo. Parce que tu es jugé, tu as de la hiérarchie. Dans Ouais. l'entrepreneuriat, tu n'as personne qui te dit quoi faire. Ouais, Donc ouais. tout peut partir vraiment loin. Et donc ça, c'est dur, je trouvais, de trouver un cadre entrepreneurial managérial. Je trouve que c'est très dur et on n'est pas formé en tant Mhm. qu'entrepreneur à avoir les codes. Quand es lâché dans le vide, t'as pas les codes, t'as plus les codes, disons. Et après, les hard skills, c'est tout simple en fait. Le problème, c'est que si tu te formes pas, si tu veux pas aller vite, c'est là où tu vas avoir un problème d'exécution. Et dans le digital ou dans l'entrepreneuriat au sens large, c'est ceux qui exécutent le plus rapidement qui réussissent en fait. C'est pas forcément que tu es un génie ou que tu as l'idée de dingue. C'est juste la manière dont tu vas l'exécuter, la manière dont tu vas apprendre de tous tes challenges et tes enjeux et la manière à laquelle tu vas réappliquer ça qui va faire que tu vas réussir. Et c'est pour ça qu'en fait, se planter 15 fois, c'est pas grave. Si la 16e fois, tu le fais bien, bah, Et si tu te plantes vite? si tu te plantes vite et que tu recorriges derrière, et Ouais. c'est ça qui est fou, tu as dû le voir dans toutes les personnes que tu enregistres, euh, c'est que tu te plantes, 2 heures après, tu rectifies en fait. Donc, Et justement, alors, est-ce que tu as vu une évolution quand tu te plantais avant et quand tu te plantes aujourd'hui? Est-ce que tu vois une évolution, toi, en tant que personne, de ce que ça te crée en émotion, en ressenti? Est-ce que tu vois une différence? ah oui, non mais là, c'est, euh, c'est dur à digérer. Parce que c'est ton bébé, tu es responsable par rapport à ton associé, tu es responsable par rapport à toi-même. Et il y a beaucoup d'erreurs que tu rumines
Ok. Et ouais, c'est encore plus difficile à digérer, je trouve. En corpo, tu te dis, bon, il y a ta boss qui va un peu discuter, mais t'as- t'as- tu perds un peu d'argent, c'est pas très grave. Tu Ok. vois. En start-up, tout peut être un problème. Tu perds 1000 euros, ça dépend à quelle échelle tu te situes, mais 1000 euros, ça peut te tuer, quoi. Ça peut être énorme. Ouais. Moi, et c'est peut-être parce que je suis financière, mais je me rappelle encore de tout ce que j'ai pu perdre, tu vois, de toutes les erreurs et toutes les factures que j'ai pu payer, où je me suis plantée dans des contrats et je me suis fait avoir, tu vois, tout ça, c'est encore à l'intérieur, c'est pas digéré et c'est dur. C'est un Et je trouve travail que que tu c'est vas beaucoup plus devoir mal. faire, Camille. Tu te gardes pas ça en Oui, toi. mais parce que financièrement, tu te dis, tiens, j'ai perdu 10 000 euros, qu'est-ce que Ouais. j'aurais pu faire avec ça? Parce que chaque euro est important pour la croissance de ton entreprise et compte, en fait. Ça te ramène à la vitesse dont je te parlais. Ouais, exactement. Parce que Peut-être tu as perdu justement, du c'est temps ce que faire j'allais d'autres dire, choses. c'est aussi un accélérateur. C'est-à-dire que l'argent que tu Exactement. mets dans ta boîte, c'est aussi un accélérateur. Parce que, Exactement. encore une fois, dans le business, l'objectif, c'est de gagner de l'argent, bien sûr, Ouais, d'être rentable à la fin. Sauf que, justement, tout l'argent que tu peux mettre pour aller chercher quelqu'un qui va te rapporter de l'argent, exactement. c'est toujours hyper intéressant. Et ça, là, j'aime bien, je parle pas de ça avec tout le monde, mais toi, tu es dans les finances, etc. Je crois fortement qu'on a besoin de parler des chiffres, de connaître de savoir si on est rentable, etc., de vérifier ses charges, etc. Mais je pense que ça peut bloquer certaines personnes, justement, d'être trop focalisées sur ça. Pourquoi? Parce que parfois, dans les chiffres, ça paraît impossible en vrai. Hein. Parfois, le x2 sur les chiffres, techniquement, quand tu regardes les chiffres, tu te dis, mais jamais de la vie, on va réussir à faire ça. Est-ce que ça vous est arrivé ou est-ce que, peut-être qu'au contraire, hein, peut-être que vous, sur les chiffres, ça vous a permis de vous rendre compte que c'était possible. Mais Non, j'adorerais avoir ton mais point de vue sur ça. c'est tout le temps. En Ouais. fait, si tu m'écoutais, on ferait rien. On ferait rien. Non, Mais mais oui, c'est ça, quand tu regardes que les chiffres, en exactement. vrai, t'es freiné. Tu es freiné, En fait, les chiffres, tu dois toujours les avoir à côté de toi pour qu'ils te guident. Tu vois, c'est un fil conducteur. Moi, il y a plein de moments sur ce fil conducteur où je les regarde plus et je me dis, OK, on tente. OK, il n'y a pas de ROI en face. Ça veut dire que je vais potentiellement pas gagner de l'argent. Mais en fait, c'est une prise de décision pour gagner en visibilité, quelque chose qui n'est pas tangible. Mais derrière, tu verras que parfois, il y a des petites cascades qui sont hyper intéressantes et que tu n'avais pas perçues financièrement. Donc, il faut apprendre à lâcher prise. Et moi, je le fais de temps en temps, tu vois. Il y a des domaines où je ne veux pas. C'est les Comme quoi, produits. par Les exemple? produits, tu vois, concrètement, quand je lance un produit, je ne veux pas lancer un produit qui n'est pas à tant de marge. Tu vois, D'accord. ça, c'est vraiment mon fil conducteur. Parce que derrière, tu dois payer Dès des le gens lancement. dès le lancement. Ok. Tu dois payer des gens, tu dois payer tes façonniers, puis en fait, au final, lancer un produit qui ne marche pas assez, tu ne pourras jamais te rattraper derrière. Eh Tu oui, vois. c'est de l'argent qui est perdu. C'est de l'argent qui est perdu. Donc ça, je transige jamais là-dessus. En revanche, sur le marketing, tu vois, de l'influx, tu fais de l'influx, tu sais jamais ce que ça te rapporte. Eh ouais. Comment Et, tu prends la et ça, décision du coup? Ça, c'est hyper intéressant justement. Donc toi, t'as été directrice financière, hein, c'est ça, hein? Ouais. tout à fait. Donc c'est hyper intéressant d'avoir ton retour parce que je sais que là, j'entends dans ton message que tu as quand même un état d'esprit beaucoup plus entrepreneur aujourd'hui. J'imagine qu'il y a des choses sur lesquelles tu veux travailler encore, mais en tout cas, tu as des réponses qui sont plus orientées entrepreneur. J'adorerais savoir comment est-ce que tu prends tes décisions au niveau des chiffres. Qu'est-ce que tu regardes? Quel est le Est-ce que tu as un process de prise de décision sur, bah, justement, par exemple, la prochaine influenceuse ou le prochain influenceur? Alors déjà, on regarde les tendances de marché. Ok. Tu vois, par exemple, l'année dernière, on n'a pas du tout fait d'influence. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était plus trop l'ère de l'influence, Ok. c'était plutôt l'ère de l'affiliation. Donc, on Ouais. faisait beaucoup d'affilies. Cette année, tu sens qu'il y a quand même quelque chose à faire sur l'influx. Donc, on remet un peu de budget sur l'influence. Mais ce budget, il est cadré. Ça veut dire qu'il navigue, il varie en fonction du chiffre d'affaires que tu as fait et puis que tu projettes de faire.
Ok. Si tu n'y arrives pas un mois, tu testes. Si tu n'y arrives pas un mois et que c'est pas en relatif à ton chiffre d'affaires, bah, tu baisses un petit peu le budget pour rattraper ce que tu as perdu. Donc, tu vois, tout est une histoire de forecast, mais tout Ouais. ça, finalement, sur le grand angle, est quand même cadré. Mais il y a des moments, par exemple, tu fais un event pour lancer un produit, tu as un petit budget en tête. Si tu le dépasses, bah, moi, ça m'arrive, j'ai potentiellement, tu as fait le double. Bah, c'est pas grave, c'est quand même des petits budgets encore à notre échelle. C'est quelque chose que Ok. tu rattrapes. Pour moi, je me lance dans le vide Ouais. complètement, mais tu en ressors toujours quelque chose de positif. Il faut toujours que, au large, au sens large, ce soit cadré. T'as un exemple de budget où tu t'es dit, oh mon Dieu, est-ce que c'est une bonne idée? Et au final, justement, ça a été, il y a eu un beau ricochet derrière. Oui, oui, exactement. Par exemple, on a fait un événement l'année dernière pour lancer un produit. Euh, et c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de faire. On lançait toujours de manière digitale. Donc, une petite newsletter, un live, on parlait, on éduquait, etc. Là, c'était la première fois qu'on faisait un événement dans une clinique. On avait pris une agence RP, on avait fait venir plein d'influx, plein de journalistes, traiteurs, tu vois, des ateliers, des conférences et tout. Donc là, vraiment une largesse, une largeur qu'on n'avait jamais pris. Ok. Euh, et au final, ça a eu un tel engouement, ça a fait ricochet, tu vois. Chaque influx postait, mais à 2 jours d'intervalle. On va savoir pourquoi. Elles étaient au même moment, le même jour, au même moment. Mais en fait, comme elles n'ont pas le même calendrier, elles ont posté à plusieurs jours d'écart. De Ça a décaler. fait ricocher. Et on a vendu, on a été en rupture de stock dans le mois, en fait. Oh, Et c'est devenu le waouh. best-seller de toute notre gamme. Euh, et tu vois, là, on a répliqué cette même manière de faire là, pour notre dernier produit. Ça n'a pas ricoché de la même manière. Et donc, en Et tu fait, tu penses sais, que ça parfois, vient il de y a quoi des là? C'est le timings. produit ou c'est... Ah oui, vas-y. C'est- Moi, il y a plusieurs choses. C'est le produit, la saison. On a lancé en septembre. Le produit, c'est un produit hyper familier. C'est un sérum anti-chute. Donc, t'es à la rentrée, tu à la chute de cheveux saisonnière. Les gens veulent se prendre en main de manière healthy, etc. Et puis le timing des influx. Tu vois, il y a eu tellement d'influenceuses qui avaient tellement un calendrier chargé que finalement, elles ont posté tout au long du mois. Et ça a fait un engouement très long, sur un mois entier. C'est hyper intéressant parce que tu vois ce que tu dis là, ça peut aller à l'encontre de il faut qu'elle poste tout en même temps et que tout le monde le voit. C'est amusant parce que tu vois, et Ouais, c'est là où on se rend compte que la stratégie, en fait, elle est jamais vraiment. euh, Tout peut fonctionner en fait, parce que tu vois, en vrai, de temps en temps, oui, il faut que les influx postent tout en même temps et que oui, pendant les 2 jours de l'event, bah, ça soit hyper rempli. Et en fait, bah, la stratégie de, bah, elle poste un peu toutes au cours du mois, elle fonctionne aussi. en gros, il faut que tu vois les choses. Tu sors de l'event, tu te dis, mais elles n'ont pas posté, j'ai merdé mon lancement, tu vois. Et en fait, il faut que tu vois les choses comme une série d'opportunités. Ouais. Ça s'est pas passé comme tu pensais que ça allait se passer, mais au final, en fait, c'est encore mieux que ce que tu pensais. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est une Ouais. série d'opportunités qu'il faut que tu saisisses. Tu penses que c'est pas la bonne chose et au final, c'est du positif qui t'arrive derrière. Il faut saisir ces opportunités. Mais 100%. bon, là, on a essayé de répliquer la même chose et ça n'a pas fonctionné. Donc, en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. C'est une combinaison de timing, de chance, de choses agglomérées. Je crois beaucoup moi en l'univers. Je pense qu'il y a une force un peu supérieure qui fait que il y a des choses qu'on arrive à faire, etc. Et que il va nous pousser certaines choses et que quand on essaie de répliquer quelque chose, c'est pour ça que je suis contre toutes les mentors business qui veulent te faire répliquer la même stratégie pour tout le monde et que je ne pense pas que ça fonctionne et que ça fonctionne avec certaines personnes mais pas tout le monde et vraiment pas tout le monde, voire même une minorité. Euh, Parce que justement, il y a un truc pour moi là-haut quelque part en tout cas qui régit
tu vois, ce qu'on fait et la manière dont on le fait, et que je suis certaine que la première fois que vous l'avez fait avec une certaine énergie, peut-être une certaine fréquence, un Oui, enthousiasme, parce que justement, c'est la première fois que vous faisiez quelque chose de gros, et que du exact. coup, ça a découlé sur la possibilité de voir plus d'opportunités, la possibilité de se dire, bah, lâcher prise, de toute façon, on a fait l'event, qu'elle poste pas, bah, tant pis. Et en fait, tous ces trucs Exactement. à ricochet, encore une fois, ont créé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu as relancé un peu de la même manière, mais sans cette énergie de viens, on tente un truc un petit peu différent, viens, on fait Exact. un truc un petit peu autre. Et que du coup, bah, moi, je rappelle ça, l'univers l'a pas récompensé parce que tu as essayé de répliquer, de copier-coller quelque chose qui finalement n'a pas la même substance. Ouais, c'est hyper bien analysé. Peut-être. J'en profite parce que c'était du coup votre idée à toutes les deux. Vous êtes hyper créatives toutes les deux avec ta cofondatrice ou bah justement tu parlais beaucoup de complémentarité, c'est plutôt de ton côté, toi t'es plus Euh, terre à terre. alors, ouais, Julie s'occupe de tout le secteur communication, marketing, formulation des produits. Et moi, de tout le backup, c'est-à-dire finance, achat de matières premières, logistique Ok. et RH. Ça n'empêche pas que les deux s'entremêlent tout le temps. Ouais. Moi, je suis tout le temps dans tous les meetings marketing et c'est hyper intéressant parce que parfois, tu en ressors des idées auxquelles elle n'aurait pas pensé. Ouais. Et donc, c'est très, très complémentaire. Il faut que les deux s'entremêlent assez souvent. On le Et fait c'est très cool, souvent. ouais. Et Ouais, le justement, B2B avec le B2C, tu vois, les deux teams, eh oui, hyper intéressant. eh oui. Et justement, rapidement, mais vous êtes deux nanas, vous bossez toutes les deux. On Ouais. entend très souvent le truc de quand on bosse entre nanas, on est peste entre nous, on se fait des coups à l'envers, il y a la rivalité féminine, etc. C'est un sujet que moi j'ai vraiment envie de débunker et je vois à quel point ça fonctionne entre vous deux. J'aimerais savoir un petit peu ce que tu en penses. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as peut-être eu peur à un moment où tu t'es dit ah je m'associe avec une femme ou jamais. Enfin j'adorerais avoir un peu ta vision là-dessus rapidement. Alors, non, il n'y a jamais eu vraiment de rivalité. En fait, on est dans le même bateau Mm. et on Mais travaille oui, dans le même sens. C'est ça qui nous anime, en fait. On va pas du tout essayer de se tirer dans les pattes. Tu vois, à l'inverse d'une corpo où c'est très politique, ouais. chaque décision peut être très politisée. Nous, tout est transparent. Tu travailles main dans la main pour faire avancer ce bateau, quoi. Donc, tu n'as pas cette rivalité. En revanche, tu as quand même la communication est beaucoup plus transparente. Donc, parfois, tu as un peu plus de friction parce que tu as moins de. T'as moins de- Tu prends moins Ouais, le de fameux cadre et les pincettes. pincettes, ouais. Donc, c'est beaucoup plus direct. Donc, c'est vrai que il y a des choses qui peuvent être Mais blessantes. c'est aussi plus rapide du coup. Mais tu es L'information tombe plus obligé. rapidement. Exactement. L'information va directement au destinataire. Mm. Et puis, tu te corriges très rapidement. Comment vous gérez du coup ces moments de friction entre vous? Alors, on se dit tout. Ok. On se dit tout jusqu'à se dire ah bah là, tu vois, tu m'as dit ça, ça m'a blessé. Mm. Et on s'explique. Oui, mais je t'ai dit parce que il y avait ça, 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 ça et ça. Je fais ok, bah tu me l'aurais dit de cette manière, ça aurait été plus facile pour moi de digérer l'information. Et ça nous aide parce que même dans notre parcours personnel, euh, on se réaligne tout le temps. Et on a vraiment grandi ensemble. On n'est pas parfaite, mais il faut Et toujours on le saura communiquer jamais. l'une et l'autre. On le saura jamais, Mais oui, euh, on peut mais s'améliorer par contre continuellement. exactement, mais la communication, c'est clé. Tu vois, la frustration, c'est ça qui fait éclater la plupart des couples fondateurs, hein. Ouais, ouais. Le manque de transparence, la frustration. Ça peut être de la frustration financière, de la frustration D'ego. décision, d'ego. Mm. euh, ça Ouais, peut être c'est n'importe ça. quoi, Mais mais ça vient c'est la toujours de la première frustration et de la cause. non-transparence de l'un ou de l'autre, en fait. Et là, tu vois, tu touches à un point très important à toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont cofondateurs. Mais je pense que c'est aussi le cas avec toutes les personnes avec qui tu échanges et tu travailles. Je sais que, par exemple, les femmes que j'accompagne qui veulent atteindre le million sont aussi entourées de prestats. Et très souvent, elles ont un peu cette peur de partager, d'échanger, d'être transparent. Et je lui dis, bah, si là, tu as peur de ça, rends-toi compte, en fait, la personne qui va être sous toi après.
si tu as déjà peur de dire quelque chose et tu n'es déjà pas transparente avec quelqu'un avec qui tu bosses en presta, comment est-ce que tu vas faire quand tu auras une équipe réellement sous toi que tu payes, que tu as choisi en fait. Donc ce déblocage là dont tu parles, que j'ai l'impression que vous n'avez jamais eu, c'était toujours, enfin ça a été tout de suite assez fluide entre vous, il y en a beaucoup qui l'ont. Et je pense que c'est très important de le débloquer pour avoir ce genre de relation très transparente, très ouverte. Et ça veut aussi dire travailler sa communication. Parce que tu peux être ouverte et transparente que parce que tu as appris à dire certaines choses, tu vois. Et ça servira pour tout, parce que ça servira avec tes clients avec qui il y a eu un gros problème, et peut-être que c'est un gros client qui fait peut-être 15% de ton chiffre d'affaires, j'en sais rien. Et ça ira aussi avec toutes tes équipes. La notion de communication, elle vient de aussi à quel point toi, tu te sens bien et à l'aise dans la possibilité d'être face à un rejet, face à un conflit. Et donc, oui, il y a des stratégies de communication. Je vous inviterai toujours à aller voir les stratégies, à aller apprendre, à aller lire des livres sur des points spécifiques. Mais tout revient toujours de toi et ta responsabilité sur toi et comment est-ce que toi, tu gères le fait de « Ah, si je suis transparente, potentiellement, je vais la blesser. » Et être OK avec le fait de blesser quelqu'un. Potentiellement, on va être en conflit pendant un petit temps et elle va peut-être être un peu mal et un peu gênée et peut-être pas vouloir me parler pendant 1 heure parce que ça l'aura blessée justement et que du coup on va être en conflit. Être OK avec le rejet. Peut-être qu'en fait elle va être énervée, en colère et me renvoyer un truc dans la face qui potentiellement sera pas agréable. En fait, tout ça, c'est dans ton cerveau. À quel point est-ce que t'es OK avec ça? À quel point est-ce que tu le vois comme quelque chose qui est un levier et pas un frein? D'avoir ces rejets, ces conflits, etc. Et donc, tout ça, c'est comment est-ce que tu apprends à ton cerveau, petit à petit, à ce que ça soit fluide. Et là, tu soulignes quelque chose de super intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est la peur. La peur de faire les choses. Il faut toujours que chaque jour, tu te dises, est-ce que j'ai fait quelque chose qui m'a dépassée aujourd'hui? Est-ce que je me suis dépassée dans quelque chose aujourd'hui? Tu vois, prendre un téléphone, appeler quelqu'un, appeler un client, appeler un prestat. J'appelle ça les bold moves. Ouais, bold, on l'utilisait beaucoup quand j'étais en corpo. Ouais. En fait, si tu as fait ça au moins une fois dans la journée, je me dis souvent que c'est ça, être entrepreneur. Je me suis dépassée au moins une fois dans la journée. Parce que j'ai fait un truc qui m'a fait vraiment flipper aujourd'hui. Prendre la parole, dire quelque chose de très transparent à l'un ou l'autre, appeler, négocier un contrat. Et tout ça, ça fait de toi, en fait, un entrepreneur, quoi. Encore meilleur à chaque fois, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'en fait, à chaque fois que tu fais quelque chose qui te fait peur, à chaque fois, tu normalises le fait que c'est fluide, en fait. Exactement. Carrément. Et ça peut tellement te récompenser. Tu te dis, mais en fait, je me suis fait tout ça pour ça. Le mec m'a dit oui. J'ai négocié 50%, il m'a dit oui. Et du coup, c'est toutes les autres négociations où le mec t'a dit non. Oui. Eh ben ça, tu penses bien que je les ai encore là. Bien sûr. J'aimerais parler encore des heures, mais on va aller faire la dernière question. Qu'est-ce qu'une femme empire-minded ne peut plus se permettre de tolérer selon toi, Camille? Alors, en 2026, une femme empire-minded, je pense qu'elle n'a plus le droit de s'auto-censurer. Ouais. En gros, tu sais, pendant longtemps, on a eu beaucoup de censure structurelle. Les femmes, elles ont aussi beaucoup de croyances limitantes. Elles ont moins accès au financement. Ça aussi, c'est potentiellement des croyances limitantes. Ouais. On a eu moins de modèles, moins de réseaux. Les modèles féminins aussi, ça tournicote pas énormément autour de nous. Donc, c'est souvent des challenges extérieurs, mais je pense que les plus gros challenges que nous, en tant que femmes, ils sont plutôt intérieurs. Le meilleur conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas attendre d'être prête, d'atteindre la perfection dans ton projet. En fait, lance-toi tout de suite, même si c'est un peu brouillon, même si c'est pas comme tu voulais le faire. Tu vas tellement être récompensé encore plus sur ce que tu as lancé que d'attendre, en fait. Tu verras que les opportunités, en fait, elles récompensent ces risques-là. Elles ne récompensent pas ceux qui savent tout, en fait. Elles récompensent ceux qui prennent des risques, ceux qui se lancent dans le jeu, en fait, avant les autres. Donc voilà, l'autocensure. C'est hyper pertinent, et dans ce que tu dis, il y a un point très fort pour les femmes qui visent le million. C'est que je pense que tu ne viseras pas le million dans ta zone de confort.
Ouais, voilà, tu as tout résumé. C'est exactement ça. J'aurais dû le dire comme ça. Et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, tu sais, en corpo. C'est-à-dire qu'en corpo, tu es dans ta zone de confort et tu sentais que tu Ouais, avais voilà, plus grand-chose au-dessus. Et bah, c'est aussi pour ça, parce qu'on ne peut pas aller au-delà. Et d'ailleurs, je pense que c'est ton cas aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, le million, c'est ta zone de confort, puisque aujourd'hui, vous êtes à 3 millions. Du coup, tu viseras pas les 10 millions, tu viseras pas les 100 millions dans ta zone de confort aussi. Donc, c'est quelque chose qui revient tout le temps parce que la zone de confort ouais, grandit de plus en plus. Et c'est aussi un des grands avantages de l'entrepreneuriat, c'est qu'on fait grandir notre zone de confort. Merci exactement. infiniment Camille pour tous Merci tes à toi. retours. Il y a plein de valeurs, plein de thèmes. Les personnes qui écoutaient ce podcast, prenez les informations, appliquez-les directement là, dans votre business maintenant, parce que plus vous allez attendre, plus vous allez en oublier certains, et surtout, plus vous allez avancer doucement dans votre business, alors que vous savez, si vous écoutez Empire Minded Identity, c'est que vous avez envie d'atteindre le million, un empire sain, expansif et durable, de la manière la plus rapide possible. Merci encore infiniment Camille. Pour tous ceux Merci qui à nous toi. écoutent, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode en solo. Je suis Margot Ilona. Bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable.